Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle séance du séminaire Patrimoine spolié pendant la période du nazisme, 1933-1945, conséquences, mémoire et traces de la spoliation, organisée par l'Institut national d'histoire de l'art, toujours, et la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la Culture, en partenariat avec l'Institut national du patrimoine. On est très heureux de vous accueillir et de vous voir nombreux ce soir. On le redit un peu à chaque fois, mais à chaque fois, c'est vrai, il y a de nouveaux visages. Il y a des visages que l'on n'avait pas vus depuis longtemps et qu'on est heureux de revoir. Et on est tout à fait heureux de revoir aussi ceux qui viennent toutes les semaines, qui sont habitués de séance en séance. En tout cas, bienvenue et également bienvenue à ceux qui nous regardent. On ne sait pas combien ils sont parce qu'il n'y a pas de compteur exact, mais en tout cas, ils sont assez nombreux, paraît-il, qui nous regardent sur YouTube après, pendant de longues années. C'est possible. Et alors, je m'arrête tout de suite, une fois n'est pas coutume, mais je vais laisser la parole à Cécile Bargue de l'Institut national d'histoire de l'art. Vous comprendrez pourquoi, vous avez compris, puisque cette soirée est un peu particulière, puisque nous avons été invités à parler. Voilà, on a en effet pensé que c'était une bonne idée de vous connaître mieux, puisque finalement on vous voit beaucoup, David, dans ce séminaire. Mais on avait vraiment une volonté de donner la parole à l'ensemble de la mission. Alors, la mission, donc son nom exact, c'est la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, qu'on abrège en M2RS. Elle a été créée en 2019 au sein du ministère de la Culture. Sa création fait suite à une demande exprimée par le Premier ministre à l'occasion de la commémoration de la rafle du Veldiv le 22 juin 2018, de faire mieux. De faire mieux en matière de recherche et de restitution des œuvres d'art spoliées aux familles juives. La mission est donc chargée de piloter et d'animer la politique publique de réparation des spoliations de biens culturels intervenus pendant la période du nazisme, de contribuer à la mémoire de ces persécutions et de leurs victimes. Elle contribue à identifier et à mieux connaître les œuvres à la provenance douteuse conservées par les institutions publiques. Et la mission se tourne donc vers les familles, les institutions culturelles, musées, bibliothèques, les chercheurs, les centres d'archives, le marché, mais elle s'adresse aussi à un public plus large, professionnel, amateur, grand public, ce qui explique l'implication dans notre séminaire Patrimoine spolié. Je vais à présent présenter nos intervenants, alors par ordre alphabétique, qui n'est pas forcément l'ordre que vous avez retenu pour vos interventions successives. Donc d'abord Muriel de Bastier, qui est historienne de l'art de formation et chargée de recherche à la mission depuis sa création en 2019. Muriel de Bastier anime les recherches relatives aux livres spoliés et conçoit et coordonne les formations de sensibilisation des acteurs culturels. Elle a travaillé comme chargée de recherche sur les œuvres dites MNR, Musées nationaux de récupération, au Musée du Louvre pour la mission Matteoli, donc entre 98 et 99, avant de poursuivre au sein de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation, jusqu'en 2019 donc. Nous avons ensuite Guy Thao, qui est docteur en histoire de l'art de l'Université de Hambourg et chargée de recherche à la mission depuis 2023. Elle coordonne les échanges avec les acteurs de la recherche de provenance en Allemagne. On lui doit un ouvrage fameux, Georges Gross et la France, qui est paru en 2016. Elle a fait partie de l'équipe de recherche de provenance sur les œuvres d'art retrouvées chez Cornelius Gurlitt de 2020 à 2023. Elle a aussi travaillé comme chercheuse de provenance au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, en Suisse, dans le cadre d'un projet de recherche sur le legs Ernest Droz de 2019 à 2021. Frédéric Clara Mulot, historienne de l'art également, est chargée de recherche à la mission depuis 2023. Elle coordonne les projets de recherche de provenance dans les musées territoriaux. À partir de 2010, elle a été chercheuse de provenance indépendante, impliquée dans un grand nombre de projets de recherche scientifique relevant de commanditaires tant publics que privés internationaux. En parallèle, elle a réalisé des missions d'inventaire du patrimoine dans différentes régions françaises et a travaillé plusieurs années dans une maison de vente aux enchères en Allemagne. Isabelle Rouge-Ducot, conservatrice en chef du patrimoine, est chargée de recherche à la mission depuis 2020.
Elle a notamment la charge de la gestion et du suivi des biens MNR. Elle est diplômée de l'École des Chartes, archiviste paléographe, docteur en histoire de l'art de l'École pratique des hautes études, et elle est l'auteur d'ouvrages sur l'histoire de la sculpture et du marché de l'art, notamment le fameux Le Crieur et le Marteau, Histoire des commissaires-priseurs, 1801-1945, paru en 2013. Elle a précédemment travaillé aux Archives nationales et au musée Picasso à Paris. Ensuite, Elsa Vernier-Lopin, également historienne de l'art, travaille comme chargée de recherche à la mission depuis sa création. Elle assure notamment la coordination des recherches dans le cadre des dossiers ouverts devant la CIVS et a piloté la série de podcasts que vous connaissez tous, À la trace. Elle fait partie de l'équipe de recherche de provenance sur les œuvres. Elle a fait partie de l'équipe de recherche de provenance sur les œuvres retrouvées donc également chez Cornelius Gurlitt entre 2015 et 2017. Et elle a également travaillé pour la CIVS. Et enfin, David Zivie, que vous connaissez tous, administrateur de l'État au ministère de la Culture depuis 2007. Il est chef de la mission depuis sa création en 2019, après avoir publié un rapport sur les politiques de recherche des biens spoliés, intitulé « Des traces subsistent dans les registres » en 2018. Auparavant, il avait été directeur adjoint de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale et conseiller chargé du patrimoine et de l'architecture au cabinet de 2 ministres de la Culture entre 2015 et 2017. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous céder la parole. Merci beaucoup Cécile. Je vais commencer. Nous allons prendre la parole successivement pour essayer de vous présenter nos différentes activités et faire écho aux différentes problématiques qui sont posées par la question des spoliations de biens culturels. Nous ne présenterons pas tout, évidemment, mais nous allons essayer de soulever un certain nombre de points en vous disant, d'une part, évidemment, d'où nous parlons, mais Cécile Bargue a déjà dit un certain nombre de choses. Nous parlons depuis le ministère de la Culture, la mission de recherche et de restitution, etc., est un petit service du ministère de la Culture, au secrétariat général du ministère de la Culture. C'est un service d'affaires juridiques et internationales, qui a été créé en 2009, ça a été dit, dans une volonté affirmée par le gouvernement à ce moment-là de mettre en avant ce qui veut vraiment être une politique publique de recherche, de restitution bien sûr, et plus largement sans doute de réparation des spoliations de biens culturels. Le terme réparation peut être discuté. Est-ce que l'on répare les persécutions, les spoliations? Sans doute pas, ou difficilement, mais c'est le terme qu'on emploie et que l'on retient en tout cas depuis longtemps. Mais il y avait cette volonté de mettre vraiment, de dire qu'il y a une politique et qu'il y a une ambition et un objectif autour de cette recherche. On ne part pas du tout de rien, évidemment. Un travail avait été fait depuis une vingtaine d'années auparavant, depuis le milieu des années 1990, avec quelques personnes peu à peu qui ont commencé à faire ce travail-là au sein du ministère de la Culture et dans différents musées et à la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Mais il y a eu en tout cas vraiment cette intention de recréer depuis bien longtemps un service dont c'est la raison d'être que de faire de la recherche et de contribuer à cette réparation pour garder ce mot. Et voilà, ça a été clairement dit. Ça veut dire être là pour aller au-devant des collègues, des musées, des bibliothèques, aller sensibiliser ces collègues à cette question, les mobiliser dans la recherche et également en parler. C'est aussi pour ça que nous sommes là ce soir, contribuer à la formation des acteurs du monde de l'art, du monde des musées, du monde des bibliothèques et d'une certaine façon aussi d'incarner un peu cette politique publique. Et on parle de réparation aussi parce qu'on s'inscrit dans une continuité qui est une politique de réparation des spoliations antisémites, dont le point de départ, et on le rappelle souvent, et donc d'où cette photographie, le point de départ, le tournant en France, c'est évidemment ce moment clé du discours de Jacques Chirac en 1995, qui est la reconnaissance par la République française de la
complicité de la France dans la déportation des Juifs de France. Et c'est au-delà de ça un point de départ, le point de départ d'une nouvelle politique de réparation, la création de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, de la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation antisémite, et la volonté de faire des études et de faire des recherches. Et on s'inscrit, nous nous inscrivons vraiment dans cette lignée-là, si l'on peut dire, d'autant plus que nous travaillons avec la commission que je viens de citer, commission qui a changé de nom, commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, qui est placée auprès de Matignon, du Premier ministre. Dans la mesure où, justement, ce qui a été aussi souhaité, c'est que nous séparions la recherche, les études d'un côté, et la décision. C'est-à-dire que nous faisons des recherches, nous allons vous en parler, mais nous ne prenons pas les décisions nous-mêmes. C'est la commission, cette commission d'ailleurs ne décide pas, elle recommande des propositions, elle fait des propositions de réparation, c'est-à-dire d'indemnisation, de restitution, au Premier ministre ou à une collectivité territoriale. Donc on sépare les choses, mais on travaille avec cette commission qui a été créée il y a 25 ans, un peu plus maintenant. Et donc voilà, nous sommes dans cette politique-là, c'est important. Et c'est important aussi parce que nous parlons de biens culturels, d'objets culturels, évidemment, mais cela nous rappelle, et on le redit souvent ici, et plusieurs de nos invités précédents, chercheurs l'ont rappelé, on ne s'intéresse pas qu'aux biens culturels, et en tout cas, on rappelle que les œuvres d'art, les objets d'art étaient peu nombreux dans ce qui a été spolié, et les biens spoliés, c'est évidemment d'abord ce que vous voyez là, on l'a déjà montré, les biens du quotidien, mais sans mépris évidemment pour ces biens. Ce sont les petites cuillères, les casseroles, le linge de maison, les meubles beaucoup plus utiles et qui sont bien plus nombreux et qui ont été spoliés, volés en bien plus grand nombre, puisque tout le monde n'a pas des œuvres d'art chez soi. En revanche, tout le monde a en général un lit, une table, 4 chaises, et ces objets-là ont été emportés et volés dans le vidage des appartements à Paris. Ils sont ici stockés dans des camps annexes du camp d'internement de Drancy qui sont dans Paris. Et voilà, je crois que c'est toujours important, on le répète à chaque fois, mais de bien dire que ce dont nous parlons, ça n'est qu'une petite partie de la spoliation. Et ça nous rappelle aussi, et ça fait ce lien avec cette politique ouverte il y a une trentaine d'années maintenant, cela nous rappelle aussi que ce dont nous parlons, c'est un élément d'un tout bien plus important qui est la politique de persécution antisémite, le projet, appelons-le comme ça, nazi génocidaire. Et donc notre recherche est aussi liée à l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à l'histoire de la Shoah. C'est assez évident, mais c'est toujours bien de le rappeler, ce que nous faisons à chaque fois. Donc voilà, donc ça c'est notre... Pardon, il y aura d'autres choses plus tard, il n'y a plus d'images. Donc nos grandes... Voilà, le cadre dans lequel nous nous inscrivons. Ce qui est important, mais ce sera rappelé, ce sera montré juste après, c'est de bien avoir en tête aussi que nous travaillons à la fois, vous le verrez, sur des biens qui sont là, sous nos yeux, des biens des musées, des objets d'art, des œuvres d'art, des livres maintenant, mais ce qui est plus original par rapport à ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays, c'est que nous travaillons sur des biens que l'on ne trouve pas, que l'on essaye de localiser, on essaye de comprendre ce qu'avaient les gens et on essaye de localiser ces biens. La France est le dernier pays à indemniser les spoliations antisémites et pas uniquement les biens culturels, l'ensemble des biens spoliés. Et donc, nous avons aussi à rechercher des biens qui sont quelque part dans la nature. Et par ailleurs, aussi, autre point à avoir en tête, mais vous le verrez, nous travaillons à la fois à partir des demandes de famille qui continuent d'arriver. On en parlait avec quelqu'un dans le public tout à l'heure. Il y a de nouvelles demandes. Tout n'a pas été évidemment recherché. Et nous travaillons à partir des biens, à partir des œuvres qui sont dans les musées pour aller au-devant de familles également. Vous verrez, c'est évidemment deux choses très, très différentes. Alors la mission, eh bien, elle est là. C'est 6 emplois, comme on dit, 6 ETP pour les gens familiers de l'administration, des 6 emplois au ministère de la Culture. C'est également et heureusement des renforts parfois importants. Nous avons la chance d'avoir un mécène qui finance un poste supplémentaire que nous partageons avec le musée d'Orsay, avec Camille Freyermuth qui est ici. Nous avons des renforts comme réguliers aussi, vacataires, stagiaires et deux actuellement, Cathy Omaillé, Fiona Revello qui sont ici. Et puis nous avons la chance d'avoir un budget de 200 000 € qui nous permet de faire appel à des chercheurs indépendants, chercheurs extérieurs
extérieurs qui viennent apporter leur force de travail, c'est leur force de recherche, pour étudier des grandes collections avec beaucoup d'œuvres qui demandent une concentration importante et qui demande de ne faire que ça, alors que nous avons tous plusieurs dossiers à la fois, qui travaillent aussi sur des fonds d'archives particuliers ou sur un ensemble d'œuvres particuliers. Et donc c'est évidemment important, ça renforce notre capacité. Donc un certain nombre d'entre eux sont ici. On a vu Selena Giska, Simon Co, Axel Malavieille, Andreas Nartz, pardon, je ne vous vois plus, Sophie Rao-Bearilala, peut-être Aline Visage, Camino et Marcou et quelques autres. Pardon si je vous oublie, mais je ne vous vois plus. Mais en tout cas, là, nous sommes quelques-uns. Et évidemment, ce n'est pas un travail solitaire, la mission et ses renforts. C'est un travail collectif avec le ministère de la Culture, service des musées de France et les services du livre et de la lecture, avec la commission, la CIVS que j'ai citée, avec les musées et les bibliothèques, bien sûr, avec les centres d'archives, qui sont nos partenaires les plus importants, Archives nationales, Archives des affaires étrangères, Archives départementales, Archives de Paris notamment, le Mémorial de la Shoah, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et puis un certain nombre de chercheurs, historiens de l'art, juristes, les chercheurs de provenance, donc qui est un métier qui se développe aujourd'hui, qui travaille pour les musées, pour des collectionneurs, pour des familles, pardon, également. Et puis également, de temps en temps, des avocats avec lesquels nous échangeons, avec lesquels parfois nous pouvons avoir quelques désaccords et parfois des accords aussi. Et le marché de l'art aussi, qui est un partenaire, en tout cas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas un acteur avec lequel nous parlons. Et puis de temps en temps aussi, pour retrouver des gens, des familles, des généalogistes, et on peut saluer aussi les généalogistes de France qui a aidé le ministère pour retrouver des ayants droit, puisque évidemment le but c'est de le contact avec les ayants droit, c'est de restituer, de réparer, d'indemniser parfois, et donc d'ailleurs donc c'est avec eux que nous travaillons, et beaucoup sont ici, et nous les saluons et nous les remercions d'être là aujourd'hui. Voilà, je cède la parole à ma voisine Elsa Vernier-Lopin pour une première partie. Il y en a plusieurs. Merci. Bon, je vais être... donc moi j'aimerais vous parler de ce que disait David, vraiment la partie des dossiers qui sont déposés par les familles, parce qu'on parle beaucoup de restitution, on parle beaucoup d'œuvres d'art, mais la grande majorité de nos cas, ce sont des familles qui viennent nous contacter directement, la mission ou la CIVS. Et je voudrais vous montrer un peu comment est-ce qu'on travaille sur ces cas qui sont très nombreux, qui ne sont pas les plus visibles, parce que évidemment toutes les recherches ne mènent pas à des restitutions. Donc on part du questionnaire de la CIVS, donc il y a un document qui doit être rempli par les familles en début de dossier. Je vous ai mis plusieurs exemples parce que pour moi c'était assez parlant comme illustration pour vous montrer, nous, de quoi on part au niveau de la recherche, mais qu'est-ce que nous racontent les familles. C'est-à-dire que les gens viennent nous trouver, le système administratif est toujours un peu compliqué entre la mission, la CIVS. Les gens ne savent pas exactement au début du dossier à quoi ils ont droit et quelles sont les informations qui peuvent être utiles aussi pour nous au niveau de la recherche. J'ai pris ce premier exemple où j'ai souligné, donc c'est des œuvres qui sont décrites, et il y a écrit « par le souvenir de ma mère ». Il faut quand même noter que les gens qui aujourd'hui font des réclamations, ce ne sont souvent pas les victimes directes, ça peut être les enfants, les petits-enfants, voire des personnes plus éloignées, et on parle de souvenirs. En tout début de dossier, les gens nous disent « j'ai été spolié ». Il y a souvent une adresse, mais parfois le contenu de ce qui a été spolié peut être assez confus. Même quand on a des artistes, comme vous voyez dans le deuxième exemple, assez connus, c'est pas pour ça qu'on peut avoir des descriptions plus précises. Là, je vous ai mis des cas encore plus extrêmes, où on parle de tableaux, de meubles. Donc ce sont des biens culturels, c'est une famille qui a été spoliée de biens culturels. Nous, pour la recherche, ça va être très compliqué. Je ne vais pas détailler cette partie recherche dans les archives, les catalogues de vente, les bases de données. Mes collègues vous montreront des exemples plus précis. Je vous montre vraiment ces points de départ. Donc là, un autre exemple où, là, au contraire, la famille a déjà fait des recherches. Vous voyez des numéros ERR, donc là, on est déjà dans un détail de recherche assez précis. Souvent, quand on est dans ces niveaux de détail, c'est des familles qui sont accompagnées par des chercheurs ou par des avocats. Mais il y a aussi des familles qui deviennent de véritables chercheurs de provenance eux-mêmes. Là, on ne voit pas bien sur la diapo, mais ils nous précisent déjà dès le début les œuvres qui ont été spoliées, les œuvres qui ont été restituées, les œuvres où on n'est pas sûr si elles ont été restituées ou pas. Donc vraiment
et des familles qui sont très impliquées dans les recherches. Et d'ailleurs, ces familles-là font partie prenante de notre recherche ensuite, parce qu'elles peuvent nous donner beaucoup d'informations, ou des archives privées, ou des informations sur la spoliation. Donc vous voyez, il y a des niveaux très différents pour nous pour le début de la recherche, mais ça montre aussi qui sont les familles aujourd'hui. Il y en a qui savent beaucoup de choses, il y en a qui en savent peu, et c'est rare qu'on ait des détails aussi précis, c'est rare qu'on ait, comme dans ce cas-là, des demandes sur des œuvres très précises. Souvent, c'est un peu... il y a une histoire de la spoliation qui a été transmise, mais on ne sait pas vraiment quoi, et les familles veulent aussi, au-delà de la restitution ou de l'indemnisation, en savoir plus sur l'histoire de leur famille. Donc là, je vous ai mis cette demande qui est un cas heureux, qui donne lieu à une restitution, mais comme je vous l'ai dit, ça reste des exceptions. La grande majorité donne plutôt lieu à des indemnisations. Nous, notre premier travail, c'est déjà de recenser toutes ces œuvres spoliées, donc tout ce que la famille peut nous déclarer dès le début du dossier comme des œuvres spoliées, et après toutes les recherches qu'on va faire à partir de la famille, donc dans les archives, dans les bases de données. Voilà, on rassemble un maximum d'informations sur cette spoliation, et dans un premier temps, on essaye de voir ce qui a été restitué, parce qu'on ne va pas rechercher des œuvres qui ont déjà été restituées. Cet enjeu de la restitution est d'ailleurs un point sur lequel je reviendrai dans ma deuxième intervention. Et donc, vous voyez, on liste le plus d'informations possible dans tout simplement un fichier Excel, qui est quand même assez important parce que voilà, ça est la base de notre travail. Mais pour ce qui concerne les tableaux et les dessins, ça va ensuite être mis en ligne sur ce qu'on a appelé la base TED, donc qui est la base, ça veut dire tableau et dessin, qui recense toutes les œuvres qui ont été réclamées dans les dossiers CIVS. Donc, c'était une base qui était autrefois sur le site de la CIVS et qui est maintenant sur nos pages. Je reviendrai aussi sur nos pages Internet. Vous avez beaucoup d'informations et d'outils. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Donc voilà, donc les informations collectées de cet état des lieux auront aussi une vocation pour permettre la diffusion de la collection. Évidemment, c'est une version anonymisée qui est mise en ligne. Donc tout ce travail d'état des lieux, une fois qu'on a pu déterminer ce qui avait été restitué, on fait un travail de recherche sur lequel je ne reviendrai pas. On essaie de localiser les œuvres. Donc on travaille dans les archives, dans les catalogues de vente, catalogues raisonnés, on essaie de localiser les œuvres parmi les MNR et les collections publiques en priorité, bien sûr, dans d'autres institutions étrangères, sur le marché. Dans de nombreux cas, comme je vous l'ai dit, ces dossiers de famille avec des informations plus ou moins précises, on n'arrive pas à localiser les œuvres. Donc, si la CIVS juge que la spoliation a bien eu lieu, il peut y avoir une indemnisation. Donc la CIVS qui indemnise à la valeur de l'époque a besoin d'outils pour pouvoir indemniser ses œuvres. Donc il y a un outil qu'on appelle l'étude de prix qui a été créé par ma collègue Muriel de Bastier de l'époque du service des biens culturels de la CIVS. Et en fait, je reprends toujours le même exemple du Corot, il s'agit de lister toutes les ventes de l'époque. Donc là j'ai pris le Corot. Si vous avez un tableau de Corot, on liste toutes les ventes de 1935 à 1955, tous les tableaux de Corot, on les rentre dans encore un tableau Excel. On prend l'indice INSEE pour mettre à l'euro d'aujourd'hui. On fait des moyennes et donc on donne tous ces éléments ensuite au magistrat rapporteur, qui est donc l'étape suivante dans le traitement d'un dossier, qui lui va utiliser ces données pour proposer une indemnisation et proposera donc cette solution, sa proposition devant le collège délibérant qui lui décidera si la spoliation est avérée ou pas et s'il y a lieu que l'œuvre soit indemnisée. Merci Elsa. Donc un point, donc vous le comprenez, c'est important. La France indemnise, comme je le disais, et la France indemnise à la valeur de la spoliation, à la date de la spoliation, d'où la recherche d'un prix, de l'évaluation d'une œuvre à cette époque-là, ce qui donc n'est pas complètement simple. Il y a eu des débats, mais ça a été tranché comme cela. Donc après cette entrée en matière dans sur les recherches que l'on fait lorsqu'on reçoit des demandes de famille, on passe à un sujet un peu différent avec Isabelle Rouge-Ducos sur un point important. La mission s'appelle Recherche et restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Parfois, ça étonne parce que, évidemment, si on pense aux spoliations en France, eh bien, c'est pendant la guerre et la Seconde Guerre mondiale. Mais vous le savez déjà sans doute, ou vous allez le comprendre, évidemment, il n'y a pas que cela. Et donc, je laisse la parole à Isabelle pour en parler.
Oui, le fait de traiter de la présence dans les collections françaises d'œuvres potentiellement spoliées en Allemagne dans les années 30, c'est une nouveauté pour la France et pour la mission depuis la loi du 22 juillet 2023 qui permet de faire sortir les œuvres des collections publiques du domaine public quand elles sont spoliées. Alors ici, je vais vous parler d'un dossier de la spoliation de sociétés dont les Oppenheimer étaient gérants, et qui est un exemple en cours d'examen en ce moment à la mission, avec des questions qui se posent donc sur ces ventes de liquidation de ces sociétés, dont il faudra dire si elles ont été forcées ou pas. Alors d'abord, il y a un tableau de Thomas van der Wilt, une scène galante de la fin du XVIIe siècle, achetée en 1991 par le musée Roger Quilliot de Clermont-Ferrand. Et donc cette œuvre, à l'origine, s'est retrouvée dans une vente de liquidation de la société Van Diemen les 25 et 26 janvier 1935 chez Paul Groppe à Berlin. L'œuvre était alors attribuée à Gaspard Netscher et le musée de Clermont-Ferrand avait pu l'acquérir en 1991. La deuxième œuvre est une œuvre des collections nationales, une tête de Bouddha siamoise en bronze des XIVe ou XVe siècles, provenant de la vente liquidatrice de la société Otto Burkhardt des 22 et 23 mars 1935. Et là, c'est le musée Guimet qui s'était porté acquéreur à cette vente. Donc, dans les deux cas, dans le cas du musée de Clermont-Ferrand, c'est un avocat qui a fait la demande de revendication de l'œuvre. Dans le cas de la tête de Bouddha, c'est une chercheuse, Ambre Genevoix, qui est doctorante sur la question des collections d'art asiatique sous l'occupation et qui a fait un travail véritablement proactif et qui nous a contactés et qui a contacté le musée Guimet sur cette œuvre. Alors, de quoi ils retournent exactement avec les Oppenheimer ? Eh bien, c'était des gérants de plusieurs sociétés d'art et d'antiquités à Berlin, des sociétés qui sont 5, voire plus, mais les plus importantes sont la société Markgraf, qui avait été fondée en 1912 à Berlin et qui avait été vendue aux frères Léo et Albert Löske. Et ceux-ci avaient acheté par la suite d'autres sociétés spécialisées en art qui vont venir compléter cette société Markgraf. Donc il y a les sociétés Van Diemen et Benedict spécialisées dans les tableaux, la société Otto Burkhardt en art asiatique et Altkunst Antiquitäten spécialisée en art décoratif et meubles. Et Albert Löske était devenu le seul propriétaire de toutes ces sociétés à la mort de son frère et s'est enrichi considérablement. Il a installé Jacob Oppenheimer comme gérant, mais comme il n'avait pas d'enfant, en 1928, il a rédigé un testament dans lequel il prévoit que ses légataires et exécuteurs testamentaires seront Rosa Baer, sa compagne, pour ses biens personnels, et Jacob et Rosa Oppenheimer pour ses 5 sociétés d'art. Albert Löske est mort en 1929. Et à ce moment-là, il y a eu des contestations entre les membres de la famille qui contestaient le testament, mais il est finalement déclaré valable et le registre du commerce des sociétés fait apparaître que Jacob et Rosa sont bien légataires des parts des sociétés. Donc là, on est en décembre 1933. Mais ils n'ont pas pu profiter de ce testament et de ces sociétés puisque les autorités nazies s'en sont prises très rapidement au groupe Markgraf, qu'elles considéraient comme un représentant du commerce international juif de bijoux et d'art. Et donc un audit approfondi a été mené à partir de mars 1933, destiné à prélever un impôt sur les successions très important, auquel s'est ajouté un impôt sur la fortune et la taxe de fuite. Parce que Jacob et Rosa Oppenheimer ont dû rapidement fuir la France autour du 1er avril 1933, ont dû fuir vers la France en avril 1933 et se sont réfugiés à Nice, où Jacob est décédé en 1941 et Rosa a été déportée le 28 octobre 1943. Alors, les stocks des sociétés ont été liquidés et les sociétés ont été confiées à un administrateur fiduciaire proche des nazis, un certain Bolko von Richthofen. Et les Oppenheimer ont été destitués de leurs droits sur ces sociétés.
Donc il s'agit ici d'une spoliation de sociétés d'antiquité et non pas spécialement d'une spoliation des personnes physiques elles-mêmes. D'ailleurs, récemment, en 2024, le tribunal de Charlottenbourg a confirmé que ces sociétés vivaient toujours dans une liquidation fictive perpétuelle qui a été confiée à un liquidateur complémentaire, Maître Sanson, et que les héritiers actuels constituaient une sorte d'indivision successorale de droit commercial allemand. Donc, savoir si ces 4 ventes de 1935 et 1937 sont de nature spoliatrice sera, je dirais, la tâche de la CIVS prochainement. Déjà, un grand nombre de musées, il y a une dizaine de cas qui ont reconnu la nature spoliatrice de ces 4 ventes, et un MNR a été restitué en 2014 par la France, mais il faut quand même dire que certains contestent cependant le caractère forcé de ces ventes. Dans quelques cas très minoritaires, ces ventes ont été considérées comme résultant des difficultés financières des sociétés antérieures à l'arrivée des nazis au pouvoir. Et donc, certains historiens affirment que ces ventes n'auraient fait que découler du contrat de créance que les sociétés avaient avec la banque Jacquier et Securius. Alors, il s'agit des musées des arts et métiers de Hambourg et du musée des 5 continents de Munich, sous l'impulsion des recherches de Ilse von Mühlen. Donc, la décision de sortie des collections publiques, nationales ou territoriales, interviendra après avis de la Commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, chargée d'établir les faits de spoliation. Merci beaucoup. Je crois que on voulait souligner ce point parce que c'est un peu nouveau. On a vu juste avant des questionnaires de famille, parfois très flous, parfois très précis. On recherche des œuvres. Là, on part des œuvres qui sont dans les musées, qui ont été repérées par les familles ou par des chercheurs, avec des faits qu'on a du mal parfois aujourd'hui à qualifier. Alors, comme l'a dit Isabelle, il y a plusieurs institutions qui ont reconnu la spoliation, d'autres pays ou d'autres institutions n'ont pas considéré qu'il y avait spoliation. C'est un problème que l'on va retrouver parfois avec des pays qui répondent différemment ou des institutions qui répondent différemment, ce qui est évidemment, on en a conscience, complexe à faire comprendre et à admettre pour les familles spoliées. Et donc là, on ne sait pas exactement on ne sait pas du tout ce que sera la décision au final, même si nous, on a peut-être notre analyse, mais on se retrouve avec des cas un peu complexes à qualifier et qui n'ont pas eu lieu en France, pas des situations en France, mais des situations en Allemagne, en l'occurrence. Et c'est quelque chose qui se développe un petit peu. Et qui illustre aussi évidemment la dispersion des collections, puisque une partie est en France, une partie est aux Pays-Bas, une partie est en Angleterre et une partie est sur le marché ou ressurgit de temps en temps en fonction des ventes. Donc vous voyez qu'on élargit un peu les sujets au fur et à mesure, les demandes de famille, des cas plus éloignés. Et dans un autre style, on voulait aussi vous montrer en quoi on élargit notre champ de recherche, puisqu'on a beaucoup parlé, on a toujours parlé objets d'art, œuvres d'art, mais depuis quelques temps et de plus en plus, on parle de livres et c'est assez nouveau. Et je passe la parole à Muriel de Bastier. Donc, une de mes missions à la M2RS, c'est le suivi des dossiers relatifs aux bibliothèques et livres spoliés. Donc, vous trouverez, je fais une petite promo, sur les pages web de la mission des éléments d'information d'aide à la recherche dédiés aux livres. Ce sujet n'a pas fait l'objet d'autant d'études que celui des œuvres d'art spoliées, et Martine Poulain, que je salue ce soir, est à l'origine de cette mise en lumière, et ce sont ces premiers travaux qui ont permis de réactiver le sujet. Donc à la mission, nous nous intéressons aux bibliothèques et aux livres spoliés, comme Jenny Delso et son équipe à la sous-commission des livres, et nous nous intéressons plus particulièrement aux livres entrés après la guerre dans les collections des 42 bibliothèques en France, sous des statuts très différents, attribués par les commissions de choix au début des années 50, des livres achetés à l'administration des domaines, également des livres donnés aux bibliothèques après la guerre. Et comme pour les tableaux, nous devons mener l'enquête pour tenter de comprendre leur provenance et, si possible, les restituer.
Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec les bibliothèques détentrices des documents spoliés, également avec le service du livre et de la lecture, et avec certains acteurs du marché du livre, également des bibliothèques à l'étranger, principalement en Allemagne. J'ajoute que la M2RS fait partie du groupe de travail sur les bibliothèques qui a été créé en 2018 avec donc le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, également le ministère des Affaires étrangères et les principales bibliothèques détentrices de livres spoliés. Donc l'objectif de ce groupe de travail a été dans un premier temps de signaler ces ouvrages dans les catalogues, puis aujourd'hui de suivre les travaux de recherche de provenance sur les livres spoliés. Alors, je fais un petit peu de promotion pour une formation, puisque lapsus. Dans le cadre de notre mission de sensibilisation et d'accompagnement, la M2RS a été sollicitée pour organiser des formations en partenariat avec l'ENSIB et avec le service du livre et de la lecture. Et nous en avons organisé une le 20 et 21 mai 2025. Donc, si vous souhaitez vous intéresser au sujet, n'hésitez pas à aller consulter cette page sur le site de l'ENSIB. Aujourd'hui, nous accompagnons donc principalement dans leurs travaux de recherche 5 bibliothèques, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque Sainte-Geneviève, la Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, la Bibliothèque municipale de Lyon et la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Nous travaillons également avec la Bibliothèque des langues et civilisations orientales et la Bibliothèque Forney. Donc, chacune de ces bibliothèques a effectué un gros travail d'inventaire sur les documents entrés dans leur fonds après la guerre. Concrètement, chaque livre a été ouvert, chaque marque a été répertoriée. Et pour ces 5 bibliothèques uniquement, les résultats ont été de nous envoyer sous la forme d'un tableau Excel. Vous avez bien compris qu'on aimait bien les tableaux Excel à la mission. La mention de 415 livres. Et sur ces 415 livres, 222 portent un nom de personne, un nom d'institution, un ex-libris, qui peuvent potentiellement nous aider dans la recherche du propriétaire de l'ouvrage. Pour les autres ouvrages, les 193 autres, les marques sont moins parlantes, soit un chiffre, soit une lettre, pas toujours précise, pas toujours preuve d'une propriété. Donc l'ensemble des recherches sur les livres sont synthétisées dans cette note que nous envoyons à la bibliothèque concernée bien entendu et à la CVS pour avis. Je poursuis en vous donnant un exemple. Donc là, juste pour vous montrer un peu quelques types d'ex-libris ou de dicas que nous pouvons retrouver sur les livres. Je poursuis avec un exemple d'un livre qui a appartenu à Auguste Lippmann-Meyer. C'est le premier cas d'application de la loi 4 de restitution votée le 22 juillet 2023, donc dans le cadre d'une recherche proactive pour un bien patrimonial. Donc, la Bibliothèque nationale de France a signalé à la M2RS la présence dans ses collections d'un ouvrage ayant appartenu à Auguste Lippmann-Meyer. Donc notre travail a été de définir, de faire des recherches sur la personne de Auguste Lippmann-Meyer. Donc qui est-il ? Donc Auguste Lippmann-Meyer est né en Allemagne en 1885. C'est un historien de l'art. Il a été conservateur au musée de Munich et professeur à l'université de Munich. Il est marié à une fille du prénom de Angelika Meyer. Vous la voyez sur cette photo. C'est important aussi de mettre des visages sur des noms. En 1933, Meyer se voit confisquer l'ensemble de ses biens en Allemagne, dont sa bibliothèque. En 1936, la famille Meyer émigre en France et s'installe à Paris, au 9 rue du Mont-Tabor. Mais là encore, à ce moment-là, Auguste Lippmann-Meyer est à nouveau inquiété. Il est interné plusieurs fois par les autorités françaises. Il décide alors de se rendre en zone non occupée et de s'installer à Nice en 1941. Il y rejoint sa fille Angelika, Madame Meyer étant décédée entre-temps.
Dénoncé, à nouveau, August Lindman-Meyer est arrêté par la Gestapo le 3 février 1944. Il est interné à Drancy et déporté vers Auschwitz, où il est assassiné le jour de son arrivée, le 12 mars 1944. Sa fille, Angelica Meyer, se retrouve orpheline et apatride à l'âge de 14 ans. Voilà les documents qu'on a trouvés au mémorial de la Shoah. La famille Meyer a été victime de spoliation, le pillage de son mobilier, une bibliothèque de plus de 1000 ouvrages, donc au 9 rue du Mont-Tabor. Nous avons trouvé un certain nombre d'informations. Donc cette spoliation a eu lieu les 9 et 10 mai 1942 dans le cadre de l'action Meuble, et les œuvres d'art, la bibliothèque, ont été appréhendées par la suite par l'ERR. Vous voyez ici les documents, les listes ERR. On a un témoignage de première main, celui du docteur Anne-Marie von Tomford, historienne de l'art travaillant pour l'ERR, qui confirme la situation. Encore quelques mots. Angelica Meyer a fait des démarches jeune après la guerre auprès de la France, auprès de l'Office des biens et intérêts privés et de la Commission de récupération artistique. On a retrouvé son dossier de réclamation dans les archives à la Courneuve. Elle a adressé, comme vous pouvez le voir sur l'écran, un courrier à la CRA le 5 décembre 1949. Souvenez-vous, la CRA a fermé ses portes le 31 décembre 1949, donc c'était vraiment à la fin de l'action de la CRA. La réponse ne se fait pas attendre, de la part de la CRA le 9 décembre 1949, et la CRA lui demande un inventaire détaillé des livres et des œuvres propriété de ses parents. Nous n'avons pas trouvé cette liste et je pense qu'Angelica n'a jamais pu donner ce type d'informations. Angelica Meyer a également fait des démarches auprès de la République fédérale allemande en 1960 et a été indemnisée pour les meubles meublants de l'appartement et pour la bibliothèque dans le cadre de la loi Brugg en 1971, assez tardivement. Mais tout ça pour vous dire qu'on a constaté qu'il n'y avait eu aucune restitution après la guerre pour Angelica Meyer et que les restitutions sont beaucoup plus récentes. Donc il faut encore y croire parce qu'on retrouve des œuvres. Donc en 2010, 4 tableaux ont été restitués à Angelica Meyer par les collections du Land de Bavière. En 2015, la France a restitué le MNR 801 à Angelica Meyer, exact. Et en 2016, l'Allemagne a restitué 30 livres à Madame Meyer. Elle a souhaité d'ailleurs faire le don de ses livres et que ceux-ci soient présentés avec un ex-dono. Pour en arriver au livre qui nous intéresse aujourd'hui, puisque un livre a été retrouvé à la BNF appartenant à August Lindman-Meyer. C'est une histoire assez particulière. On a beaucoup d'informations. On sait que les premières recherches ont été faites par la Bibliothèque nationale de France et ont permis de découvrir des ouvrages prélevés au Berghof par la 2e division blindée Leclerc en mai 1945, provenant des collections personnelles d'Hermann Göring, dont une petite partie fut donnée à la BNF en septembre de la même année. Donc, tous ces documents ont été inscrits par le service des dons sur le registre d'entrée de l'établissement en 1945. Et parmi ces livres, l'un d'eux, à côté, donc, vous avez ce livre, et à côté du cachet de la 2e DB, donc sur votre gauche, vous avez l'ex libris de August Lindman-Meyer. Donc, pour cette affaire, et j'en arrive à la fin de ma présentation, le doute n'est pas permis concernant le statut du livre. Il a bien été spolié et on sait à qui il a été spolié. L'ouvrage a le statut de bien patrimonial et relève des collections publique. Sa restitution entre dans le cadre de la loi du 22 juillet 2023 et suivant la procédure, la CIVS a recommandé le 29 novembre 2024, sans surprise, la restitution du livre à Madame Angelica Meyer. Aujourd'hui, la M2RS avec la Bibliothèque nationale de France est en train d'organiser la restitution de l'ouvrage.
Merci beaucoup. Je crois que c'est important de souligner cette évolution parce qu'on parle peu de livres et on montrait tout à l'heure les objets dits du quotidien. Il y en a beaucoup. Il y a peu d'œuvres d'art. Il y a évidemment plus de livres que d'œuvres d'art. On a en général plus de livres que d'œuvres d'art chez soi. Et donc il y a beaucoup de livres à retrouver. C'est une recherche difficile, vous l'avez compris, mais qui débute et qui porte ses fruits. Et c'est aussi assez intéressant que la première loi importante qui permet la sortie du domaine public de biens spoliés se trouve à s'appliquer pour la restitution de ce livre, donc de la famille Mayer, et pas nécessairement une œuvre d'art. C'est pas une hiérarchie, ce n'est pas ni mieux ni moins bien, mais ce n'était peut-être pas attendu, et donc voilà, ça arrive dans quelques jours, quelques semaines. Nous allons néanmoins maintenant revenir à des œuvres d'art avec Gita Ho, mais pour là à nouveau trouver un autre type d'exemple, vous parlez d'un certain type de vente. On a vu une vente un peu compliquée à qualifier en Allemagne tout à l'heure. Là, vous allez en voir une autre. Il faut bien avoir en tête qu'il y a toutes sortes de spoliations. Le terme recouvre des réalités très différentes. Le vol organisé, le pillage organisé et qui répond à la légalité des nazis au début, dès le début de l'été 40. L'arianisation, pour reprendre le terme nazi et de Vichy, donc la confiscation des biens pour être vendus, et puis toutes sortes de ventes qui sont plus difficiles à caractériser. C'est ce que va montrer Gita Ho, et qui va aussi montrer que nous élargissons un peu tout le temps nos activités, nos recherches, et donc nous ne travaillons pas que en France, évidemment, pas qu'avec la France, mais avec toutes sortes de partenaires, et certains partenaires allemands. Oui, merci. Muriel vient de parler de la recherche de provenance sur les livres, et dans ce cadre du cas August Liebmann-Mayer, dont les livres seront la première restitution en application de la loi cadre, et probablement la prochaine restitution à venir pour la M2RS. En revanche, je vais vous parler de la dernière restitution à laquelle la mission a contribué. Cela veut dire la restitution de 2 MNR aux ayants droit du marchand d'art d'origine juive, Grégoire Schusterman. Elle a déjà brièvement montré ces photos sur lesquelles on voit les 2 œuvres MNR restituées, les MNR 198, Renoir, les Cariétides à gauche, et le MNR 206, Sisley, les péniches à droite. Les tableaux sont aussi visibles dans la photographie au milieu, qui a été prise à l'occasion de leur restitution en mai de l'année dernière. On voit tous les descendants de l'ancien propriétaire placés aux côtés de la ministre pour assister à son discours, ce qui a été très beau, très émouvant à voir pour nous aussi, bien sûr, car nous avons été beaucoup en contact avec plusieurs membres de la famille, et nous le sommes toujours, car des recherches se continuent sur les œuvres de la collection de Grégoire Schusterman, que vous voyez ici après la guerre avec son chien à Deauville, et à côté de ces tableaux, comme déjà dit, 2 œuvres MNR récemment restituées. Nous avons dans ce séminaire déjà parlé beaucoup sur les œuvres MNR, Musées nationaux récupération. C'est un peu plus de 2000 œuvres retrouvées en Allemagne après la guerre et confiées à la garde des musées nationaux, pour lesquelles les recherches chez nous sont coordonnées par Isabelle Mouchtoukos. David n'arrête pas de souligner que toutes les œuvres MNR ne sont pas spoliées. Les MNR de Grégoire Schusterman en sont un bon exemple. Il ne s'agit pas d'œuvres spoliées ou volées, par exemple dans l'appartement ou dans la galerie de Grégoire Schusterman par des organisations allemandes comme l'ER ou dans le cadre de l'Action Meuble. Mais leur propriétaire les a vendus sous la contrainte pendant l'occupation. Grégoire Schusterman a fait partie du groupe des personnes persécutées. Il s'agit de ventes forcées. Notamment sur l'œuvre de Sisley, les péniches, nous connaissons quelques détails sur la manière dont la vente forcée se déroule. Grégoire Schusterman vend le tableau début mars 1941, cela veut dire à peu près 7 mois après l'arrivée des Allemands à Paris. Dès le début de l'occupation, le marchand d'origine russe vit dans la peur, notamment parce que sa galerie dans le 16e arrondissement se trouve juste en face du bureau du commandant militaire allemand en France, cela veut dire le chef de l'administration militaire dans la zone occupée.
avant sa fuite à Nice, dans la zone libre, entre fin 1940 et début 1941. Grégoire Schustermann vend presque tous les stocks de sa galerie à plusieurs de ses collègues. L'acheteur des péniches de Sisley est le marchand d'art Raphaël Gérard, marchand bien connu pour ses bons contacts aux Allemands. L'historique du Sisley en fait preuve. Gérard vend le tableau de Grégoire Schustermann rapidement à la marchande d'art munichoise Maria Gillhausen, chez qui l'œuvre est retrouvée après la guerre. Aujourd'hui, on reconnaît que Grégoire Schustermann n'a pas eu d'autre choix que de vendre le tableau, qu'il s'agit d'une vente forcée. Il nous semble clair qu'il a eu besoin d'argent pour financer sa fuite dans la zone libre et qu'il n'a pas pu emporter le tableau avec lui. Mais cela n'était pas toujours comme ça. Lorsque Grégoire Schustermann fait une demande d'indemnisation auprès de l'État allemand dans les années 60 dans le cadre de la loi Brugge, Rose Valland s'intéresse également à l'affaire. À propos de la vente du Sisley, elle écrit le contraire de ce que l'on pense aujourd'hui. Je cite une de ses lettres. Il s'agit donc, à première vue, dans le cas de M. Schustermann, de ventes effectuées par le réclamant à des marchands français dans les conditions habituelles de ce genre de transactions. Le point de vue de Rose Valland, qui considère la vente comme habituelle, comme normale, ne correspond pas à la décision de la CVS de restituer aux ayants droit de Grégoire Schustermann le tableau vendu sous la contrainte. Cela montre que la vision des choses évolue au fil des années. Aujourd'hui, les ventes forcées mènent de plus en plus souvent à des restitutions, et la dernière restitution d'un MNR en est un exemple. Pour restituer encore plus de MNR à l'avenir et pour constamment développer les outils de la recherche de provenance, la M2RS est toujours à la recherche de nouvelles possibilités pour améliorer les recherches. La collaboration avec des partenaires étrangers en est une, avec la mise en ligne des numérisations des archives un peu partout. La recherche de provenance devient de plus en plus internationale. Pour des raisons historiques très évidentes, l'Allemagne est le pays de référence le plus important pour la recherche de provenance 33-45. Déjà en 2019, la mission et la CVS ont signé une convention avec la Deutsches Zentrum Kulturgutverlust, centre allemand pour des pertes de biens culturels au cours des ZK, qui coordonne et finance une grande partie des recherches de provenance en Allemagne. La convention sera prochainement renouvelée et à cette occasion enrichie par quelques points. La convention sera prochainement... Un de ces points concerne la base de données connue par presque tout le monde dans la salle, la base Lost Art du DZK. En accord avec les familles, la MDRS intègre régulièrement sur Lost Art des œuvres issues des demandes d'indemnisation à la CVS. Actuellement, on examine dans quelle mesure il est techniquement possible, à l'aide de l'intelligence artificielle, de rechercher dans Lost Art des photos d'œuvres qui se trouvent aujourd'hui en France, par exemple des œuvres MNR. Des techniciens sont assez confiants de trouver une solution. Mot-clé intelligence artificielle et recherche de provenance en Allemagne, la M2RS est en contact et en train d'établir une convention avec une deuxième institution, la KPF NRW, le Centre de coordination de la recherche de provenance en Rhénanie du Nord-Westphalie. Ici, une photo de sa chef, Jasmin Hartmann, lors d'une conférence au ministère de la Culture. Elle montre une photographie de son équipe. En raison de sa situation géographique tout à l'ouest, la Rhénanie a toujours eu de nombreux contacts avec la France et cela se reflétera dans les futurs projets de la KPF auxquels la M2RS sera associée. Pour le moment, la KPF est en train de tester l'application de l'IA à la numérisation des archives importantes pour la recherche de provenance et provenant notamment des archives fédérales allemandes, intéressantes pour nous car nous pourrions très probablement y trouver des informations sur plusieurs groupes d'œuvres. D'abord,
bien sûr les œuvres MNR, mais aussi par exemple des œuvres aujourd'hui en France dont l'historique présente des lacunes pour la période de la Seconde Guerre mondiale. Des échanges avec des archives françaises concernant certains fonds sont également en cours. Voilà pour les contacts franco-allemands de la mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc le point sur Grégoire Schusterman, je crois que c'était aussi important, comme l'a dit Gita, pour montrer l'évolution aussi du point de vue. C'est Rose Valland, même Rose Valland, pouvait considérer certaines ventes comme tout à fait normales, alors qu'aujourd'hui, on les voit comme des ventes forcées, et même un marchand peut être forcé de vendre des œuvres d'art dans des circonstances totalement hors normes et hors du droit commun. Et après avoir parlé de l'Allemagne, il nous paraissait aussi important, avec Frédéric Mulot, de parler d'un autre terrain qui fait partie de nos évolutions. Alors cette fois-ci, on revient en France et au contraire, on va, pas au contraire, mais un mouvement inverse, on va dans le niveau local, plus territorial, puisqu'on s'est beaucoup intéressé aux œuvres MNR, Musées Nationaux Récupération, donc ils sont à la garde des musées nationaux, et nous continuons de le faire, et il faut le faire. Nous nous sommes ensuite intéressés, et c'est assez nouveau, aux collections nationales, en faisant des recherches sur les œuvres donc des grands musées nationaux, et ce qui est plus nouveau, c'est la recherche sur les œuvres des collections territoriales, donc des musées en région, des musées de province, qui commencent depuis quelques temps, et dont Frédéric va parler. Oui, merci. Oui, effectivement, donc, je suis l'interlocutrice pour les musées territoriaux et la mise en place de projets. Et donc, contrairement à la pratique qui se fait par le D7K depuis bien une quinzaine d'années de financer des projets dans les musées fédéraux allemands, la France est un peu donc, en train de découvrir le terrain et a mis en place dans les musées nationaux déjà quelques postes, mais la volonté est de développer aussi la même démarche dans les musées territoriaux. Donc, effectivement, il y a beaucoup de musées. L'envie, c'est d'identifier dans les collections les œuvres dont l'histoire et le parcours entre 33 et 45 est douteux, voire problématique, et de ne pas attendre que le problème arrive, donc par une demande d'avocat, mais de l'identifier volontairement. Et aussi de réapprendre à connaître ces collections, parce qu'on se rend compte que, effectivement, les dernières années, les musées ont un peu perdu, le focus là-dessus. Donc, il s'agit de la méthode proactive, et on est bien conscient que les recherches de provenance sont longues et fastidieuses, et c'est vrai que le corps des conservateurs des dernières années a pu suivre donc, des formations donc, justement à l'INP sur la recherche de provenance, mais pas tous les conservateurs sont à l'aise sur la question. Donc, il y a la volonté d'aider les musées et d'aider à faire le premier pas. Il y a certains musées qui ont pris des initiatives, et donc, par exemple, le musée des Beaux-Arts de Rouen a fait appel à un groupement de chercheuses, et je salue ces deux chercheuses de ce groupement, et depuis donc plusieurs nombres d'années, ils font une vérification systématique. Il y a d'autres musées où les conservateurs ont suivi la formation et qui ont les bons réflexes, et je reviendrai sur un exemple plus tard. Mais pour les autres, il faut, trouver ôter la crainte ou leur donner l'envie de redécouvrir et de découvrir et de s'assurer aussi de faire les vérifications systématiques pour justement se dire ok, il n'y a pas d'œuvres qui sont problématiques. Donc à la suite du vote de la loi du 22 juillet 23, il y a eu un soutien financier et opérationnel qui a été mis en place pour les musées territoriaux. Donc des crédits ont été versés à la DGPA SMF. Donc pour 2023-2024, c'est 100 000 €. Donc effectivement, c'est une somme. Et ça a permis de mettre en place 4 projets. Et l'accompagnement scientifique et donc opérationnel, c'est la MDRS. Donc c'est moi qui a été mis en contact avec donc les DRAC, les conseillers musées, mais aussi parfois directement avec les musées. Et il y a 2
deux méthodes de pilotage des projets qui se sont développées. Un, c'est un modèle que c'est la DRAC qui pilote un ensemble de musées. Donc, par exemple, en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a eu 5 musées qui ont été regroupés dans le projet avec le musée des Beaux-Arts de Lyon, le musée des Tissus, le musée de Grenoble, le musée de Valence et le monastère royal de Brou. Et donc, c'est une équipe de chercheuses, de 3 chercheuses qui ont été sélectionnées pour faire ce projet. C'est un projet qui a duré 6 mois environ et je salue également les chercheuses ou la chercheuse du groupement qui est représentée dans la salle. Ensuite, d'autres chercheuses ont été recrutées donc, ou sollicitées puisqu'il s'agit donc des prestations. En Île-de-France, au musée Carnavalet, c'était une seule chercheuse. À Angers, au musée Pincé, c'est un groupement de 3 chercheuses, et je reviendrai sur cet exemple un peu plus tard. Et à Strasbourg, le musée des Beaux-Arts et le musée d'art moderne, où également il y a une chercheuse qui a été mise en place. Quel est le but en fait de ce projet? C'est d'abord effectivement, de ne pas faire de recherche approfondie sur les collections, mais d'obtenir une cartographie des collections, l'identification des objets à risque et qui permet, donc, comme je l'ai dit, d'écarter de nombreuses œuvres qui ne posent pas de problème, mais aussi également d'identifier les archives disponibles et de bâtir un programme de recherche de plus longue haleine pour la suite. Donc aussi de faire des préconisations et de faire des sondages, bien sûr, si le temps le permet, de certaines œuvres et de créer une fiche provenance. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Le but, c'est donc ensuite de faire remonter les objets problématiques, de nous les faire remonter à nous, à la MDRS, et aussi d'engager le musée à faire les démarches d'essayer de retrouver les ayants droit par le biais de la CIVS. Je ne vais pas rentrer dans le système de procédure, ça serait un peu trop long. Pour l'instant, donc ensuite, il y a pour 2024-2025, nous avions identifié 6 à 8 nouveaux projets. C'est en cours de publication. Pour l'année donc 2024, il y a eu 200 000 euros qui ont été alloués, donc 100 000 euros de plus. Pareil, l'accompagnement scientifique se fait toujours avec la MDRS. Et en fait, là, avec la création, il y a une création de l'unité provenance au SMF. Il faut voir comment, pour les prochains projets, l'organisation de la répartition de la mise en place, puisque il y a la réalisation du projet, mais en amont, il y a plusieurs étapes. Et donc, c'est vrai que c'est assez chronophage, mais les résultats sont très positifs. Donc, ça en vaut la peine. Et en général, donc, les chercheurs qui sont sollicités, ce sont des chercheurs donc, indépendants pour une période de 3 à 8 mois. Et on demande, donc la première année, ça a été financé à 100% par le ministère, mais pour la seconde session, on a demandé quand même une participation, un cofinancement des musées ou de la collectivité territoriale, à minima de 10% ou voire 30%, et en fonction donc des moyens, il y a eu des retours positifs. D'autres ont dit, pour l'instant, avec les restrictions budgétaires qu'il faut prendre en compte, malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Il faut savoir aussi que la disponibilité du personnel des musées est importante. Donc en général, il y a un conservateur qui encadre le chercheur ou les chercheurs. La documentaliste aussi se met à disposition. On fournit des postes de travail pour les chercheurs. Et en général, il y a aussi la possibilité d'observer, d'aller regarder les œuvres en réserve et de permettre de découvrir les revers. Et comme vous savez, dans la recherche de provenance, c'est très important d'avoir un dispositif où on peut regarder les informations.
Pour finir, bien sûr, c'est aussi ce travail de vérification amène à un travail de valorisation. Et donc c'est aussi par rapport à la médiation pour le public, mais aussi les élus locaux, de leur enlever, parfois il y a une certaine réticence, si on peut le dire, mais c'est un sujet bien sûr qui est intéressant, qui touche toute la population, hein, ça il ne faut pas l'oublier, parce que les gens en général disent non, ça ne me concerne pas, ou même il y a des musées qui disent mais nous 33-45 on n'a rien, et c'est en faisant un échange, un dialogue, on se rend compte que finalement non, il y a bien sûr des œuvres qui sont entrés plus tard, mais qui ont été créés au 19e siècle, donc ils ont vécu la période 33-45. Et c'est ça qui est... Et donc, au niveau de la sélection des objets, en amont, on essaye de faire un estimatif, bien sûr, du nombre d'objets qui peuvent être concernés, mais la pratique a montré qu'il y a des surprises. Donc, parfois, les musées eux-mêmes ne sont même pas au courant, en fait, qu'il y a beaucoup plus d'objets qui sont concernés. Donc, ça, c'est effectivement les aléas. Et d'un côté... l'aspect positif aussi, et c'est en synergie avec le récollement. Ça, il faut savoir que le récollement et la recherche de provenance s'aident. Donc ça, c'est fort utile. Et sinon, oui, la suite, c'est comment poursuivre. On espère en général que les musées qui ont été sélectionnés poursuivent les recherches en interne ou sollicitent, engagent les chercheurs de provenance qui ont été mis à disposition à continuer les recherches. Voilà. Je parle du musée Pincé à Angers, puisque c'est un cas assez spécifique. Non seulement c'est un groupement de chercheurs spécialisés en 33-45, mais c'est aussi un groupement de chercheurs qui est spécialisé en art d'Extrême-Orient. Et donc, l'étude qui a été faite à Angers, au musée Pincé, était une collection de 437 œuvres provenant majoritairement de Chine et du Japon. Donc, il fallait non seulement avoir les codes de la recherche de provenance 33-45, mais aussi la connaissance du contenu, donc des œuvres d'art. Donc, c'est un groupement de chercheurs qui a travaillé 4 mois, et qui ont rendu leur rapport en décembre, et qui ont pu donc faire les vérifications de ces 436 œuvres en étant aidés par la documentaliste et le conservateur, et en trouvant donc des informations bien précieuses dans les mémoires et les dossiers d'œuvres. Et elles ont créé une base de données interne pour le musée qui donc contient les fiches objets, mais aussi les collectionneurs et le rayonnement en fait des achats qui ont été faits sur le marché de l'art, surtout parisien. Voilà. Et pour parler de valorisation et des bons réflexes, ici c'est le cas du musée Rollin à Autun, où la conservatrice Axel Goupy, qui avait suivi la formation initiale à l'INP, a été sollicitée par un donateur belge pour vérifier un lot d'œuvres d'art dans un coffre-fort à Bruxelles. Et donc, elle est allée voir sur place et s'est rendue compte, elle avait les bons réflexes justement de regarder les revers, et s'est rendue compte qu'une œuvre avait une étiquette d'un collectionneur du marchand d'art, collectionneur et marchand d'art Houtsticker, néerlandais. Et en contactant les avocats des ayants droit, et ils ont pu se rendre compte que cette œuvre était effectivement encore classée, mentionnée, recherchée. Et donc le musée a refusé le don. Et le propriétaire actuel a dit, bien sûr, je rends aux ayants droit de Houtsticker. Donc
Le musée finalement a été que le médiateur entre le propriétaire actuel et les ayants droit, enfin les avocats et les ayants droit. Mais pour sensibiliser le public et justifier pourquoi ils refusent le don, ils ont organisé donc une soirée à Autun où ils ont invité la population locale pour présenter le résultat des recherches et donc ce qui a fini par donc le rendu de ce panel. Voilà. Donc, et je vais m'arrêter là parce que je sais que le temps est... Merci beaucoup. Voilà. Oui, je crois que c'est important de montrer cette évolution qui est vraiment nouvelle, c'est-à-dire le fait d'aller faire des recherches sur les collections des musées nationaux, mais aussi des musées dits territoriaux, de collectivités territoriales. Frédéric l'a dit, il y a un budget qui a été identifié, trouvé au sein du ministère de la Culture. Donc, vous nous auriez posé la question peut-être de quels sont nos moyens. On parle souvent des moyens mis en œuvre dans d'autres pays, en Allemagne notamment, c'est des budgets bien plus importants, mais on est parti de zéro en budget de recherche. On est aujourd'hui à 400 000 € au ministère de la Culture, donc les recherches que nous menons, nous, et les recherches qui sont menées par les musées pilotés par Frédéric, donc c'est une évolution importante. Et puis, un certain nombre de musées financent par eux-mêmes parfois des postes, pas encore beaucoup, mais le Louvre a commencé à le faire. J'ai vu Jean-Luc Martinez, le précédent président du Louvre, qui a créé un poste. Le musée d'Orsay le fait aujourd'hui, quelques autres musées. Donc voilà, ça se diffuse. Et je repasse la parole maintenant à Elsa, puisque nous faisons de la recherche, vous l'avez vu, nous allons conclure bientôt, mais nous essayons aussi de donner quelques moyens aux chercheurs, aux amateurs, aux familles pour faire eux-mêmes des recherches. C'est aussi notre but que de donner des outils, de participer à la recherche des autres autant que possible. Oui, donc on vous en a parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais donc nous avons des pages Internet sur le site du ministère de la Culture. Vous avez beaucoup d'informations, à la fois de documentation historique, aussi de démarches, quelles sont les démarches à entreprendre si vous voulez déposer un dossier, et toute une partie plus dédiée à la recherche avec des différents outils. Donc, je voulais juste vous présenter ce nouvel outil que la mission a mis en place. Donc, c'est un outil, un fichier Excel, encore une fois, qui permet de recenser les restitutions qui a eu lieu après-guerre, donc dans les années 1945-1962. Donc, ce fichier Excel est disponible sur le site internet. Donc, le but de cet outil est donc de pouvoir savoir quelles ont été ces restitutions après-guerre. Donc, si vous connaissez, c'est quand même un outil plutôt dédié aux spécialistes. Donc, normalement, vous devez connaître ces formules de décharge. Donc, c'est les formules de décharge. Donc, c'est tout simplement les documents qui sont signés par les familles ou par leurs mandataires au moment où elles récupèrent des biens. Donc, vous avez le nom de la personne qui récupère le bien, les œuvres qu'elle récupère et la date. Donc, ces archives sont en ligne sur le site des archives diplomatiques. Donc ces formules de décharge, elles étaient traditionnellement conservées dans les dossiers de réclamation, donc déposés par les familles après-guerre auprès de la commission de récupération artistique. Mais les équipes de la CRA et de l'OBIP ont extrait en fait toutes ces formules de restitution et les ont rassemblées dans une sous-série. Donc, pour ceux qui veulent la cote, c'est la cote 209 sup 390 et 392 396. Donc là, il y a une liste en fait de copies de toutes ces décharges de restitution. Et donc jusqu'à maintenant, il n'était pas possible de chercher une œuvre dans ce fonds vu qu'il est numérisé, mais il n'est pas ossérisé. Donc l'objectif de notre travail de saisie, alors on a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure. Comme vous l'avez vu, les documents sont assez difficiles à lire. C'est des papiers pelures, comme c'est des copies, donc qui ont été extraits des dossiers de réclamation pour être insérés dans ce sous-série. Ils ne sont pas toujours très bien lisibles, donc on a décidé de faire ça manuellement. Je remercie ici Simon Labussière qui a fait ce gros travail de saisie. Donc il a saisi aujourd'hui 8000 lignes. Donc cet ensemble n'est pas exhaustif. On a déjà vu qu'il y avait des œuvres, on savait qu'il y avait été restituées après-guerre qui ne sont pas dans ce fichier Excel, mais vous avez quand même une grande partie des restitutions après-guerre. Donc vous avez différentes informations mises sous forme d'un fichier Excel que vous avez dans
dans les fiches, donc le spolié, la date de la restitution et l'œuvre. Donc là, c'est un outil qui permet de faire une recherche à partir de l'œuvre, ce qui n'était pas possible jusqu'à aujourd'hui. Donc si vous êtes un musée qui veut acquérir une œuvre ou qui travaille sur ses collections, un particulier qui possède une œuvre, quelqu'un du marché de l'art ou un particulier qui veut en savoir plus, vous pouvez savoir si votre œuvre a été spoliée et restituée. Donc ça donne aussi des informations sur la spoliation. Là, l'entrée, c'est la restitution, mais ça permet aussi de savoir un peu plus sur l'historique de l'œuvre. Et vous pouvez aussi faire des recherches à partir des numéros. Donc si vous avez des marques au dos d'un tableau, avec là cet exemple MAB 298, donc un marquage de la Mobile Action, vous voyez là dans la partie inférieure de la diapo l'extrait de la formule de la décharge de restitution. C'est là où vous voyez la difficulté de la saisie, parce que le MAB 298, il peut y avoir une marge d'erreur, notamment sur les chiffres. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous voyez à droite du fichier Excel, on renvoie vers la cote et la vue. Donc la vue, ça correspond aux documents qui sont numérisés sur le site des archives diplomatiques. Donc vous pouvez aussi faire une recherche de numéros à partir du tableau, si vous ne savez pas le titre de l'attribution de votre œuvre. Et j'irai rapidement sur cette série de podcasts, vu que Cécile Berg a dit que tout le monde le connaissait, alors j'espère, mais si vous ne le connaissez pas encore. Donc là, on l'a vu, l'outil des décharges, c'était un outil vraiment de recherche assez pointu, donc pour les spécialistes. Mais notre objectif est aussi de sensibiliser au sujet et de raconter aussi ce travail de recherche. Donc, vous avez eu des exemples aujourd'hui, on fait régulièrement des interventions où on présente nos travaux de recherche. Là, l'idée via le podcast, c'était aussi de toucher un public plus large et donc de revenir sur le parcours de ces œuvres, mais évidemment, derrière les œuvres, au parcours des familles qui ont été spoliées, et aussi de dire pourquoi on fait ça aujourd'hui et avec qui on le fait. Donc avec certaines familles qui sont très impliquées, avec les institutions, les bibliothèques, les musées, les différents centres d'archives et les différents chercheurs qui sont associés aux recherches et même aux avocats qui parfois portent les démarches des familles. Et petit scoop, la série, donc, qui a pour l'instant 8 épisodes, devrait s'enrichir de 2 nouveaux épisodes consacrés aux livres spoliés. Donc vous aurez la suite de l'intervention de Muriel très prochainement via 2 histoires de spoliation de livres. Merci beaucoup. Le temps passe et nous approchons de la fin. Donc voilà, on a essayé d'illustrer différemment avec des exemples un peu techniques, un peu approfondis, d'autres plus généraux peut-être. Il y a un ensemble de sujets que nous n'avons pas pu aborder, bien sûr. J'évoquais le marché de l'art tout à l'heure. On pourrait en parler longuement. Simplement pour conclure, je voulais revenir sur finalement, ce qui est déjà apparu à plusieurs reprises, je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec qui et pourquoi nous faisons cela et qui cherche-t-on et que cherche-t-on? Et plutôt qui cherche-t-on et donc ce que l'on cherche, ce sont les biens, mais évidemment ce sont aussi les histoires familiales et les histoires qui peuvent être retissées et les liens qui peuvent être faits pour les familles aujourd'hui, certaines qui font des demandes, qui font des recherches comme je vous le disais, et d'autres, ça arrive un peu de plus en plus, vers lesquelles nous nous tournons aujourd'hui. Et à chaque fois, il faudrait raconter de longues histoires, souvent étonnantes, souvent difficiles, souvent tragiques et en tout cas très, très tristes. On vous renvoie simplement à une des premières séances du séminaire Patrimoine spolié de 2019 pour raconter l'histoire de Hugo Simon, qui était un banquier, collectionneur, amateur, mécène allemand, juif, qui a fui de l'Allemagne pour la France, qui a fui au Brésil, vous le voyez âgé en bas à gauche et à droite au Brésil avec son petit-fils, parce que dans cette histoire-là, l'arrière-petit-fils, Raphaël Cardozo-Denis, qui était venu ici même, racontait comment à 25 ans, il a appris que sa famille qui venait de France ne venait pas que de France, ça il savait qu'elle venait de France, mais qu'elle venait d'Allemagne avant et qu'ils étaient juifs, ce qu'on ne lui avait jamais dit. Et évidemment, c'est c'est ce genre d'histoire que l'on trouve aussi au-delà du tableau que je ne vous montre même pas d'ailleurs, qui est un tableau de Max Pechstein qui a été restitué et que Didier Schulman qui est ici avait présenté. Et de la même façon, cet objet très particulier, un sac à phylactère, un sac à téphiline qui était au musée d'art et d'histoire du judaïsme, son directeur Paul Senmona est là, portait l'histoire de Élie Léon Lévy-Valencin et Georges Lévy-Valencin. C'est un objet qui a été trouvé quelque part en Allemagne ou en Autriche après la guerre, confié au musée d'art juif, puis confié au musée d'art et d'histoire du judaïsme, mais identifié par l'arrière-petite-fille d'Élie Léon Lévy-Valencin.
Et ça a été restitué au petit-fils, à l'arrière-petite-fille. Voilà, donc d'ailleurs, ce n'est pas une œuvre d'art, donc ça c'est intéressant aussi de le souligner. Mais cet objet-là, et la famille nous l'a dit, et l'a dit de très belle manière lors de la restitution avec la ministre de la Culture, cet objet-là est un objet qui rappelle aussi cette histoire, qui permet à la famille qui le souhaitait de recréer des liens, retrouver une histoire, réécrire une histoire qui était parfois un peu estompée. Et c'est évidemment cela souvent que l'on constate, et peut-être à quoi nous contribuons également. Et c'est pour cela que lorsqu'on parle de biens et d'objets. Voilà, on vous a parlé de quelques œuvres d'art, on ne vous en a pas parlé, mais d'un Pechstein, je viens de le dire, d'un Chagall, de tableaux de Löwenstein. Eh bien, on pense plutôt sans doute à des œuvres d'art, mais en fait, voilà, ça marche plus. Le Löwenstein, le Degas, le Klimt, ce sont d'abord leurs propriétaires. Voilà, je salue d'ailleurs la fille de Maurice Dreyfus qui apparaît ici en bas au milieu. Voilà, ce sont non pas des œuvres d'art qui sont au centre de nos recherches, mais ce sont évidemment ces propriétaires spoliés, parfois disparus aujourd'hui, parfois assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est ce mélange-là dans lequel nous vivons, en quelque sorte, avec lequel nous travaillons, le mélange entre les œuvres d'art et les propriétaires. Voilà, on peut le faire dans tous les sens. Le Degas, voilà, des œuvres plus ou moins plus ou moins grande importance sur le plan esthétique, artistique, et évidemment leur propriétaire. C'est un dialogue, avec des gens qui ne sont plus là. On dialogue avec les familles davantage, mais voilà, je voulais juste rappeler cette intrication entre les biens, les objets et les familles aujourd'hui, en tout cas les personnes spoliées aujourd'hui, et j'en profite pour saluer, puisqu'ils sont là et que je les vois dans la salle, les descendants ou les ayants droit dans le désordre de Lionel Hauser, de Maurice Dreyfus, de Michel-Georges Michel, de Francis Harburger, de Joss et Gaston Bernheim-Jeune, de René Guimpel, de Chana Orloff, et pardon pour ceux que je ne retrouve pas ou que je n'identifie pas dans la salle, et je sais qu'il y a peut-être des futurs dossiers, si je puis dire, dans la salle. Voilà, pardon de vous appeler comme ça. En tout cas, nous voulions vous présenter tout cela assez rapidement, et donc vous avez compris, vous pouvez retrouver beaucoup de choses, vous pouvez écouter les podcasts, et vous pouvez lire le rapport d'activité tout récent de la mission, et vous plonger dans les podcasts qu'a présenté Elsa. Merci beaucoup, et vous pouvez poser des questions. Oui, il y a un micro sur le pupitre. Il est un peu tard, mais voilà. Oui, je crois qu'il... Je suis hollandais et je suis curieux de savoir que si vous travaillez avec des autres pays européens sur ce sujet, parce que je sais qu'en Hollande, on a commencé il y a 20 ans pour la recherche déjà, et surtout pour Goldsticker. Et maintenant, il y a encore des problèmes avec des héritiers de Goldsticker, parce qu'ils voulaient de restituer tous les tableaux qui ont été dans le passé dans la collection Goldsticker. Mais en fait, avant la guerre, Monsieur Goldsticker a vendu beaucoup de tableaux déjà. Et maintenant, néanmoins, la famille Goldsticker voudrait de recevoir la restitution pour ces tableaux aussi. Et c'est un problème juridique. Merci. Alors, oui, on travaille de plus en plus avec différents pays. Les administrations sont organisées différemment, et on n'a pas d'équivalent strict, parce que je le disais, la France est le seul pays à indemniser.
Mais il y a quand même des institutions plus ou moins équivalentes, notamment aux Pays-Bas, où il y a à la fois une commission comme la nôtre, la commission, la CIVS, il y a une commission de restitution et un service lié un service de recherche qui travaille pour cette commission. Il y a un système à peu près équivalent en Autriche. Il y a une commission en Grande-Bretagne qui a beaucoup moins de dossiers, mais pour des œuvres qui ont circulé, qui ont pu entrer en Grande-Bretagne. Et il y avait une commission d'Allemagne qui est en train de changer. Donc il y a des échanges, il y a des travaux sur certains cas, sur certains dossiers. Nous travaillons pas mal avec les Pays-Bas parce qu'on a quelques œuvres spoliées en France qui sont identifiées aux Pays-Bas et qu'on essaye de faire restituer en France aux familles spoliées. Et donc on a pas mal d'échanges. Sur le dossier Goat Sticker, en tout cas il y a eu des évolutions. Il y a le cas qu'a présenté Frédéric tout à l'heure. Donc là c'était une nouveauté, un nouvel objet vraiment spolié à cette famille qui a pu être restitué. Ensuite, on a des questions juridiques aussi, c'est-à-dire que le droit est différent aussi d'un pays à l'autre, et donc on a des dispositifs plus ou moins favorables aux familles selon le pays. C'est-à-dire qu'en France, on n'en a pas parlé, mais vous pouvez aller devant un juge, faire annuler un acte de spoliation et obtenir la restitution d'une œuvre sans compensation pour le propriétaire actuel, qui souvent est de bonne foi à titre personnel. On n'a pas ça ailleurs. Voilà, donc il y a un travail, je vous réponds de façon un peu générale, mais il y a un travail en tout cas qui est mené de plus en plus avec des pays et en concertation. Il y aura bientôt une réunion à Berlin des différentes commissions avec nous, le ministère de la Culture, pour comparer justement le traitement d'un même dossier dans différents pays. On le disait tout à l'heure, on n'a pas toujours la même réponse dans des pays différents, ce qui est compliqué à comprendre et à admettre quand on est du côté des spoliés. Oui. Dans la suite de ce que vous venez de dire, bonsoir. Dans la suite de ce que vous venez de dire, il y a un pays dont je n'ai pas entendu le nom, la Suisse. Est-ce que vous avez une collaboration, si je vous employais le terme, avec la Suisse? Une autre question, y a-t-il un délai légal au terme duquel une œuvre MNR cesse d'être MNR? En d'autres termes, avec le temps qui passe, il y a quand même les chances de retrouver des ayants droit. Les propriétaires spoliés ont disparu, mais les ayants droit existent encore, mais les chances s'amenuisent. Est-ce qu'il y a un délai au terme duquel une œuvre s'intègre à part entière dans les collections sans plus de risque de restitution? Alors sur la Suisse, on ne l'a pas cité jusqu'à présent. Si on l'a cité parce qu'on a dit que Guita avait travaillé à Neuchâtel notamment. Nous travaillons selon les dossiers. On a un dossier au moins. Nous travaillons avec le musée des Beaux-Arts de Berne qui a eu ce legs un peu encombrant de Gurlitt avec des œuvres pour certaines spoliées en France. Il y a une commission qui a été créée en Suisse il y a un peu plus d'1 an qui, à notre connaissance, ne s'est pas encore réunie, qui est encore en cours de mise en place, qui doit faire un peu l'équivalent des commissions que je citais. Donc voilà, on a des échanges avec des musées au cas par cas. Voilà, on a quelques dossiers. On peut avoir des échanges avec les musées. Pardon. Et avec les archives aussi, en effet, des différents services d'archives en ce moment là sur un cas de livre. Voilà, donc ça se développe et c'est plutôt bilatéral en quelque sorte avec certaines institutions. Quant à la question des délais, alors non, il n'y a pas de délai de façon générale aujourd'hui. Il n'y a pas de délai pour faire une demande, soit de restitution, soit de recherche pour une éventuelle indemnisation pour des biens qui ont disparu. La commission existe, la mission existe, nous n'avons aucune limite n'est fixée aujourd'hui. Et pour les MNR, donc qui sont pour tout le monde, s'il y a encore des gens qui ne connaissent pas bien les MNR, les œuvres, ce qu'il reste des œuvres qu'on a trouvées en Allemagne en 1945 et qu'on a ramenées en France, elles ont un statut très particulier, ces œuvres, elles n'appartiennent pas aux collections, elles sont sur un inventaire particulier, et alors même qu'il devait y avoir un délai très court en fait en 1950 quand cet inventaire a été créé, alors qu'il devait y avoir un délai qui n'a jamais été fixé. Justement, ces œuvres, pardon, ma phrase est bancale, il n'y a pas de délai, les MNR restent de MNR et sont restituables s'il est établi qu'ils ont été spoliés. Donc oui, le temps passe, oui, les spoliés disparaissent eux-mêmes. On voit tout à l'heure, on a vu tout à l'heure avec ce que nous présentait Muriel de Bastier, qu'on a parfois des endroits, des spoliés
encore en vie. Madame Meyer, la fille, a 95 ans, elle est en vie, elle vit aux États-Unis, elle va recevoir ce livre, et on voit qu'il y a beaucoup de gens, certes le temps a passé, mais des petits-enfants, des arrière-petits-enfants qui font des recherches et qui apportent parfois des éléments nouveaux, donc on n'est pas encore si éloigné des spoliés. Voilà, et la présence des membres des familles de spoliés que j'évoquais tout à l'heure l'illustre aussi. Donc non, il n'y a pas de délai, on peut continuer tant que nous sommes là et que nous avons quelques moyens. Mais il n'y a pas de risque. Voilà, nous sommes confirmés chaque année. Oui, juste pour rassurer monsieur, je m'appelle Nathalie Neumann, je suis chercheuse de provenance et en Allemagne et en France. Donc il y a aussi des associations, des chercheurs indépendants dans tous ces pays. Il y a un groupe Arbeitskreis Provenienzforschung, on est 600 chercheurs internationaux qui se parlent, on se autoforme, on s'échange des documents pour voilà, faire avancer la recherche de provenance. Et on est bien sûr aussi en contact avec les structures politiques comme la M2RS. Voilà, c'était juste pour vous dire. Donc, c'est pas seulement la Suisse, c'est aussi les États-Unis. Et il y a donc aussi une association en France qui est très active. Et donc, on se parle et puis ça aide beaucoup à la recherche. Bonjour. Je voulais juste poser une question simplement. J'ai bien compris, l'alternative, c'est entre indemnisation, ou plutôt restitution, qui a la priorité maintenant, et l'indemnisation. Et je voulais juste, et ça s'adresse évidemment plutôt à David Zivie, en sa qualité de président de la M2RS, à partir de quel moment, raisonnablement, on peut considérer que la localisation d'un tableau, les espoirs de le retrouver s'estompent, voire sont complètement illusoires, et à ce moment-là, on retombe sur la fameuse indemnisation qui a permis, encore une fois, des chiffres assez conséquents, de l'ordre de 500 millions d'euros de données comme indemnisation depuis la création de la CIVS en 2019. Et donc, voilà, c'était ma question. Oui, merci. Alors, les 500 millions d'euros d'indemnisation depuis 1999, c'est pour l'ensemble des spoliations matérielles. Et là-dedans, comme au début, les biens culturels, ça n'est qu'une petite partie, je crois même pas 10% ou à peu près 10% de l'ensemble des dossiers et de l'ensemble et du montant des indemnisations. Donc, une précision, quand on peut restituer un bien qui est dans une collection publique, il n'y a pas d'indemnisation possible, c'est assez logique. On vient de faire une loi pour faciliter les restitutions, donc on restitue. L'indemnisation, c'est pour des biens qui ont disparu. Les casseroles sont indemnisées, les appartements sont indemnisés, les sociétés arianisées sont indemnisées, si ça n'a pas déjà été fait, bien sûr, et les biens culturels peuvent être indemnisés. En effet, la question après, c'est est-ce qu'on est sûr qu'on ne peut pas restituer, et dans ce cas-là, et quand est-ce que, comme vous le dites, on est sûr d'avoir cherché suffisamment? Vaste question, pas de réponse satisfaisante unique. C'est tout le travail que nous menons et que mènent les chercheurs avec lesquels nous travaillons aussi, c'est essayer de localiser les œuvres. C'est quelque chose qui n'était pas tellement demandé il y a 5, 10, 15 ans par la Commission. Aujourd'hui, ça l'est demandé. C'est demandé, pardon. Donc, on fait des recherches dans des catalogues raisonnés, sur des sites internet de musées. On essaye sur le marché de l'art, parce qu'une œuvre a pu circuler sur le marché de l'art, ce qui ne va pas nous dire où elle se trouve, évidemment. Quand on sait que Sotheby's ou Christie's a vendu il y a 5 ans, en général, quand on leur demande qui est le propriétaire, qui a acheté, on n'a pas de réponse. Donc, va-t-on pouvoir connaître le propriétaire? Et ensuite, si on connaît le propriétaire, c'est une personne privée, personne ne peut lui imposer, à part un juge civil en France, de restituer. L'État ne peut pas aller, la question nous est souvent posée, l'État ne peut pas aller saisir une œuvre, quand bien même on sait qu'elle est spoliée, si elle est en main privée, en France, et encore moins à l'étranger, évidemment. Ce qui n'empêche pas la Commission aujourd'hui de dire de temps en temps, et c'est arrivé pour une autre œuvre de Schusterman, qui est au-delà des deux que vous avez vues, à une personne privée à l'étranger, voilà, on ne peut pas vous imposer la restitution, mais vous devriez restituer. Voilà, donc la Commission décide d'indemniser lorsque nous arrivons à montrer à peu près que nous avons fait un certain nombre de recherches. On dit où on a cherché et où on n'a pas trouvé. Et c'est toujours en effet assez difficile d'expliquer qu'on n'a pas trouvé quelque chose, qu'on a fait des recherches, mais qu'on n'a pas pu trouver. Et la preuve de la recherche, c'est toujours un peu compliqué, mais on dit qu'on a interrogé telle base de données à tel moment. Voilà. Mais c'est en effet un enjeu important aujourd'hui. Pardon. J'ai fait le tour. J'ai demandé de faire passer, ça serait pas
Oui, bonjour Sylvie Arburger. Donc par rapport au partenariat avec les différents pays, puisque je suis ravie de voir que vous avez développé ce partenariat, évidemment, je vous parle d'Israël, puisque moi j'ai fait la traçabilité des œuvres spoliées jusqu'en 1952, où les œuvres arrivent en Israël, sont sur l'inventaire du musée, mais après, je suis perdue et les œuvres avec moi. Donc, est-ce que vous avez trouvé des partenaires en Israël, ou Nathalie, as-tu des collègues chercheurs israéliens? Alors nous... Vous êtes une ayant droit du peintre Francis Arburger. Excusez-moi, je précise. Oui. Pardon. Nous avons des échanges, pas énormément. C'est vrai, il n'y a pas d'équivalent aux différentes commissions que j'ai citées. Il n'y a pas d'équivalent en Israël. Nous avons des échanges de temps en temps avec le musée d'Israël, notamment à Jérusalem, pour des œuvres comme celle de votre père qui se sont retrouvées en Israël au début des années, à la fin des années 40, au début des années 50. Ça n'est pas très simple et il n'y a pas le droit n'est pas aussi protecteur des spoliés qu'en France. Donc on a des échanges ponctuels. On a eu un cas qui était dans la presse, donc on peut le citer aussi concernant une œuvre de Chana Orloff qui est apparue sur le marché de l'art israélien à l'été 2023 et qui n'a pas pu être retenu en Israël et qui a redisparu parce que le vendeur qui a compris le problème a finalement récupéré l'œuvre et l'a retirée de la vente, mais ne l'a pas restituée aux ayants droit qui sont ici. Voilà, donc ça se développe plutôt lentement. Il y a quelques chercheurs qui sont dans les colloques que nous rencontrons, mais il y a encore sans doute des liens à développer. On a eu des bons liens avec un avocat généalogiste, mais individuel, qui nous a réglé quelques problèmes il y a quelques temps. Mais voilà, donc c'est encore aussi mais je pense que vous connaissez la réponse, mais un certain nombre d'échanges à approfondir. Oui, bien sûr. Oui, pardon, effectivement, il y a quand même au ministère de la Justice aussi une unité il s'occupe plutôt de l'indemnisation de l'investissement en fait qui ont été faits dans la Palestine avant la guerre, et donc ils recherchent les ayants droit mais c'est plutôt les biens immobiliers, c'est rarement les biens culturels, mais si besoin, je peux mettre en relation. Voilà. On a une question ici. Comment s'appelle la commission autrichienne, s'il vous plaît? Enfin, l'expression, si on leur écrit, par exemple. Je crois il y a pardon, il y a au ministère de la Culture, il y a la commission, enfin le service de recherche de provenance. Et est-ce que le nom de la commission pardon, je confonds avec les Pays-Bas, c'est commission de restitution comme ici, et en Autriche, c'est quelque chose de très approchant qui relève du ministère de la Culture autrichien qu'on trouve assez facilement sur Internet. Commission pour la recherche de provenance. Ouais. Merci. Merci à tous. On va devoir s'arrêter car nous avons largement dépassé le temps qui nous était imparti. Écoutez, ce fut un grand plaisir de vous voir si nombreux et si nombreuses ce soir. Et on vous annonce la séance prochaine, qui est dans un mois pile, jeudi 13 mars, pour parler du commerce des antiquités pendant l'occupation, avec Anne-Lise Guy de l'Université Paris-Sorbonne et Musée du Louvre, et Mathès Lamert d'un musée suisse de Zurich, justement. De l'Université de Zurich. L'université de Zurich. Pardon.